Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tutos Arduino. Et oui, j'ai un petit peu avancé. Donc là, je voulais en profiter de cette vidéo pour vous dire que je vais essayer de finir rapidement les tutos. Je vais pas aller au bout de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire sortir l'imprimante 3D, faire un boîtier, tout ça. J'ai envie de passer à autre chose. Voilà, travailler avec un nouveau microcontrôleur, faire plein d'autres trucs super intéressants. Et ça, ces tutos-là, j'en ai marre. Donc je finis, hein. Il reste plus qu'à faire les boutons et puis toute l'interface pour le réglage, et je m'arrête là. De toute façon, avec tout ce qu'on a vu, vous devriez être capable, dans les prochaines vidéos, une fois qu'elles seront finies, vous devriez être capable d'arriver à vous débrouiller pour à peu près n'importe quel projet, tout seul, comme des grands. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir et utiliser les interruptions, du moins une interruption, aborder les limitations et comment ça fonctionne, parce qu'on peut pas tout faire avec ça. On va voir aussi tout le code qu'il faut faire et on va beaucoup se concentrer sur le code. Donc suivant comment ça va être, il y aura plus ou moins de trucs dans cette vidéo. Pas sûr que j'ajoute les boutons et puis on verra. Bon, alors comment je suis arrivé à ça? Ah, c'est simple, hein, je crois que je vous avais dit dans une vidéo précédente que je voulais récupérer le signal ici, l'envoyer dans l'Arduino et que l'Arduino traite ce signal-là en particulier. Donc déjà, on va voir avec cet appareil-là. Non, on va d'abord programmer le MCP pour qu'il il fasse ça, hein. Donc je vais remettre l'ancien code qu'il y avait avant, hein, sur lequel on s'était arrêté. Voilà, c'était celui-là. Hop. Dans ce code-là, on appuyait sur un bouton pour récupérer le truc. Donc moi, ce que je veux faire d'abord, c'est programmer le MCP 7940 pour générer un signal sur la broche MCP toutes les secondes. Du coup, la documentation technique. Donc un petit rappel, hein, par rapport à la dernière vidéo. Il faut aller à cet endroit-là, activer Squen pour activer la MFP. Et ici, on met à 0 et 0 pour avoir un signal carré de période 1 Hz. Hein, c'est un peu plus bas. Output configuration, voilà. Donc activer Squen, mais Squen à 1. Et double 0. Ok, donc on va ici. Il faut qu'on aille à l'adresse 0, 0. Du coup, hop, on va faire un copier-coller de ce truc-là. On va le mettre avant. Hop. On indique ce qu'on va faire ici. Bon, j'aurais pu faire juste ça comme ça. Configurer le MCP 7940 pour activer la sortie MFP avec un signal carré 1 Hz. Du coup, il faut aller d'abord à l'adresse 007 et si on regarde à nouveau ici, c'est 0, 1 et que du 0. Voilà. Et si je fais ça, en principe, c'est bon. Ça, démarrer le comptage du temps. Alors, aller à l'adresse, écrire. SQWFS 1 et SQWFS 0. Ah, c'est ça.
SQWFS. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on balance. Ok, du coup, une fois que c'est balancé, il faut que je regarde si j'ai mon signal carré. Alors, dans éducation, science, smart scope. Voilà, donc l'autre il s'est activé et c'est dans digital mode. Bon bah voilà, hein. On voit sur le signal 5, donc hop, stop. Donc on voit ici qu'on a bien notre... ça c'est bien du 1 Hz. Alors comment qu'on fait pour mettre des... Non, non, s'il te plaît. Ouais, c'est pas grave. On voit dans les mesures ici que c'est 500 millisecondes plus 500 millisecondes à peu près, hein. Donc ça nous fait bien notre seconde complète de période. On est bien à 1 Hz. Et c'est ce petit truc là qui va, bah oui, brush 5. Voilà, donc tout va bien. On voit qu'on a bien notre signal ici. Maintenant, on va envoyer sur le port série les informations qu'on récupère. D'accord. Donc ça doit sortir de là, hein. C'est là-dedans qu'on récupérait nos données. Hop. On va le mettre ici parce que sinon il va se passer un truc bizarre. Ok. Puis là, on va mettre juste, hop, voilà. Et puis, bah, lui, il est câblé sur l'entrée digitale numéro 2 sur l'Arduino et je la mets à cet endroit-là exprès pour une bonne raison. On verra après. Voilà. Donc là, je vais juste regarder les secondes qui sont dans le truc. Du coup, je vais prendre pin mode 2 que je vais mettre en input. Et bah, je garde mon truc comme ça. Donc je vérifie, ça compile, ok. Maintenant, je vais ouvrir le moniteur série. Hop, voilà. J'envoie petit moniteur série, s'il te plaît. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Eh ben forcément, c'est Digital Read 2. Ah, boulet. Vous voyez, on a un problème, hein. On a des duplicata, c'est pas terrible. Alors comment on résout ce problème-là? Bah, une manière de faire, ce serait de conditionner ici avec une nouvelle variable. Sauf que c'est pas spécialement intéressant de faire comme ça, hein, parce que comme ça, on conditionne ça à une seule exécution. À une seule exécution, ça réclame de faire quelques petites manœuvres, c'est chiant. Euh, Tiens, ça faut que je le corrige. Hop. Si ça oblige à faire des spaghettis dans notre code, j'aime pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une interruption qui va déclencher sur front montant, hein. Donc sur notre truc ici, ça va être à ce moment-là que ça va s'exécuter et uniquement là. Parce que là, ce qui se passe avec notre code, c'est que ça s'exécute tout le long de cette période-là tant que c'est à 1, la manière dont on a codé. Ok. Nous, on veut juste que ce soit codé, enfin que notre code s'exécute à ce moment-là et pas tout le long ici. Parce que sinon, ça nous donne des bizarreries dans ce genre-là, quoi. C'est débile. Bon, c'est utilisable, mais c'est débile. Alors, du coup, comment qu'on fait une interruption? Donc ça, c'est pour activer l'interruption sur une broche, hein. Et la documentation nous dit uniquement sur les broches, enfin sur les broches.
On se comprend quand je dis broche, hein. Sur les broches 2 et 3 de l'Arduino. C'est pour ça que j'ai câblé mon signal sur la broche 2. Parce que de toute façon, j'utilise la broche 3 pour autre chose. Mais c'est un autre débat. Une fois que j'ai dit ça, quel est le fonctionnement d'une interruption? Une interruption, comme son nom l'indique, c'est que dès que la puce va recevoir un signal à travers une broche configurée d'une manière particulière, elle va interrompre ce qu'elle est en train de faire et exécuter un bout de code spécifique à ce signal. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déclencher notre interruption pour pouvoir lire le contenu de la puce uniquement sur front montant du signal qu'elle génère. Jusque là, tout va bien. Le problème, c'est que on n'a pas accès au truc de temps, hein, dans les interruptions, et les communications série et compagnie ne sont pas fiables dans le code qu'on exécute avec une interruption. Mais en plus, l'accès aux variables est un peu chiant, hein. Et là, ça nous dit qu'on doit les déclarer comme volatiles, nos variables, si jamais on veut les utiliser dans une interruption. Donc, voyons voir. La syntaxe. Hop. Donc ça, c'est la syntaxe recommandée. Et ça se met dans le setup. Ok. Donc, hop, hop. Configuration et déclaration d'une interruption sur la broche 2. Alors, ici, on met la broche qu'on veut utiliser, donc la 2. ISR, ça c'est interrupt machin truc bidule. C'est quoi dans la documentation? Interrupt service routine. Voilà. Donc une routine, c'est le nom anglais pour une fonction en fait. Du coup, il faut donner un nom de fonction à cet endroit-là. Du coup, on va faire, on va l'appeler mage pour mise à jour. Parce que c'est ça, hein, qu'on cherche à faire, c'est une mise à jour de l'heure. Ensuite, le mode, c'est... On a le choix là-dessus. Falling, rising, change et low. On n'a pas accès au high. Mais c'est pas grave ça. Falling, ça veut dire sur front descendant. Donc c'est sur cette partie-là que ça va déclencher. Quand ça passe d'un niveau haut à un niveau bas. Low, ça sera tant que le niveau sera bas sur la broche, ça va déclencher l'interruption. Ça nous intéresse pas. Falling, ça pourrait nous intéresser. On a change, donc c'est à chaque changement d'état. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va déclencher à cet endroit-là et à cet endroit-là. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Du coup, il nous reste rising qui est sur front montant. Donc ça nous intéresse. Donc c'est ça qu'on va mettre. Donc, rising. On n'oublie pas le point virgule. Et du coup, il nous faut notre petite fonction qui sera obligatoirement une fonction void qui ne retournera pas de valeur, hein, qui s'appelle mage. Hop. S'il te plaît, j'aime bien. Donc ici, c'est notre interruption mage de l'heure. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va exécuter notre if ici, non plus sur le signal bouton qu'on lit ici, hein, donc ça, paf, on va le commenter, ça sert plus à rien, mais sur une variable qui va être définie, qui va changer d'état à ce moment-là. On va l'appeler front, et là, on va dire que c'est high.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il nous faut maintenant déclarer une variable. Donc vu qu'elle prendra uniquement la valeur haut ou bas, bah, on va la mettre en booléenne. Hein. On avait dit front et de base elle est égale à l'eau. Voilà. Mais il faut qu'elle soit volatile. Voilà. Comme ça, peu importe l'endroit où on se trouve dans le code là-dedans, elle aura accès à ce truc-là, à cette variable-là. Enfin, cette variable-là sera accessible par l'interruption, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans l'exécution du programme. Le delay, bah, on n'en a plus besoin en fait, donc ça dégage. Ici, c'est edge. Non, désolé, c'est front. C'est parce que moi, dans mes essais, j'ai utilisé edge comme nom de variable ici. Le truc, c'est que si on fait ça, bah, on se retrouve avec notre interruption qui est constamment à high, constamment à haut, au niveau haut. Donc ça nous intéresse pas. Une fois qu'on a terminé notre traitement, il faut qu'on passe la variable front à niveau bas. Voilà. Normalement, ça, je vais d'ailleurs même le mettre avant l'envoi ici, et ça devrait fonctionner. Donc on vérifie qu'on n'a pas écrit de conneries, c'est bon. On envoie vers l'Arduino. Et là, on constate que toutes les secondes, notre truc est mis à jour et nous n'avons pas de duplicat qui est envoyé. Seul problème, c'est qu'on a, des valeurs comme ça qui sont toutes bizarres. Hein. C'est tout bizarre ça. Ça compte c'est pas normal comment ça compte. On est d'accord. Hein, on ne peut pas avoir l'heure de cette manière-là. Donc c'est pour ça, il va falloir qu'on complète notre bibliothèque qu'on avait fait personnellement nous-mêmes. Hein. Donc comment qu'on fait pour ajouter une bibliothèque nous-mêmes? Alors, là, on se rend dans notre dossier projet, la I2C. Hein. Moi, j'ai déjà mis le dossier qui s'appelle horloge dedans. Hein. Voilà, ces deux-là, ils sont déjà là. Ceux qu'on avait fait la dernière fois avec CodeBlocks. Vous allez voir. Alors, on fait outil, non, croquis, ajouter un fichier. Hop. Arduino. I2C. Horloge, on prend ouvrir. Fichier, croquis, ajouter un fichier. Hop. Donc, électrode, Arduino, I2C. C'est le point H ou le point... Voilà, il me faut aussi le point CPP. Ah merde. Voilà, j'ai les deux. Tout va bien. Bon, si on utilise ça et qu'on directement, on va avoir des problèmes. Pourquoi? Jetons un coup d'œil à l'organisation de la mémoire. Hein. Et comment sont faites nos fonctions. Hein. Donc, on prend un nombre binaire qu'on récupère de la mémoire dans notre tableau, ça on sait le faire, on l'a déjà fait, il n'y a pas de problème avec ça. Si maintenant on regarde l'implémentation, on voit que ce sont des... On travaille sur 4 bits, hein, que ce soit sur les unités ou sur les dizaines. On décale de 4 bits. Alors autant pour les unités, ça pose pas de problème. Hein. Quand on regarde ici pour les secondes, hop, les 4 premiers bits, c'est bien. Par contre, ici, si on prend les 4 bits, on va prendre le bit ST ici.
on veut pas prendre le bit ST. Donc il va falloir faire un masque pour ne conserver que ces 3-là quand on va travailler avec ces bits-là, hein, plutôt que de travailler avec les 4. Ici, on ne sait pas quelle sera la valeur qui va être pour les minutes. Hein. Donc on va faire exactement la même chose ici. Ici, on a en plus ça, pour le moment, nous on en a rien à foutre des 3 registres qui sont ici. Donc il va falloir qu'on dégomme tout ça du traitement. Donc, vu que voilà, hop, on va faire une fonction qui va retourner, qui va faire la conversion complète BCD vers décimale des secondes. Donc notre fonction s'appellera seconde, qui prend un nombre, seconde. Hop. On va avoir la même chose pour les minutes. Et pour les heures. Donc ça, là, ce sont les prototypes hein, que nous faisons. Ensuite, hop. Hop. Donc on enlève les points-virgules. Hop là, ok. Donc notre nombre, il va retourner, enfin notre fonction va retourner, hop, le traitement BCD vers décimale du nombre seconde qui aura subi au préalable un et logique avec le nombre binaire suivant pour dégommer le bit ST qui est sur les secondes. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Et voilà, on fait tout ça en une ligne. C'est magnifique. Vous voyez, ça évite de réécrire à chaque fois toutes ces lignes-là. Hein, des fonctions dans des fonctions, c'est pas grave. Ok, donc on va prendre ça comme exemple. Et là, c'est nombre minutes. Hein. Et c'est exactement la même fonction. Hein, si on regarde hop, dans la documentation technique, les minutes, c'est pareil, le 8e bit, on s'en fout. Il faudra enlever les bits numéro 7, 6 et 5, donc les 3 derniers. Les 3 bits de poids fort, comme on dit. Au niveau des heures, donc hop, ça c'est nombre heures et c'est les 3 derniers qu'on met comme ça. Ok. Donc ça, on va ensuite envoyer. Donc ça. Hop. Maintenant, il faut qu'on mette ça dans notre. Il faut qu'on inclue notre bibliothèque horloge là-dedans. Donc on fait un include, mais on n'utilise pas les igouigouis comme là. On utilise ceci. Et c'est alors horloge slash, s'il te plaît, voilà, parce on va dans le dossier, non pas horloge, mais horloge. Et on prend horloge.h. On n'a pas besoin d'écrire le .cpp, il est automatiquement inclus. Hein. C'est fait tout seul par le compilateur. Et du coup, on va maintenant faire du println avec la fonction seconde.
avec les secondes qui sont stockées dans ce truc-là. Et on va le trouver en principe ici. Hein. Et là, ça devrait nous afficher les secondes correctement. Donc, on compile. Ah, je me suis fait engueuler. Pourquoi Parce que... Voilà. J'ai oublié de mettre... Ah, qu'est-ce que j'ai fait Normalement, horloge... Voilà, voilà, ça devrait être bon. Ah, ben non, je suis bête. Parce que si je vais dans I2C, horloge, JCPP, ils ont été mis là. Et le point H et le point C. Tiens, j'ai oublié le 1 ici aussi. Hop là. Et du coup là, voilà, ça compile. Maintenant, on envoie vers le machin. On regarde ici si on a bien 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Et voilà, ça marche les gars. Donc on va voir si on va bien jusqu'à 59 et si on revient bien à 0 après. Ce qui veut dire qu'on a bien fait notre boulot. « 55, 56, 57, 58, 59, 0. Voilà, c'est bien les minutes. Donc maintenant, bah, on fait la même chose, mais avec les minutes et les heures. Et du coup, bah, ici, on passe à 1. Et ici, on passe à 2 pour les heures. Voilà, tout va bien. Hop. Donc là, ça fait 0 heure, 37 minutes, et les secondes sont affichées. C'est pas très lisible comme ça, hein. Vous en conviendrez. Bon, bah, là, on va faire un peu quelque chose de chiant. Serial.print. Alors, il faut du texte. Il est... Ah bah non. Alors, on commence par les heures. Hop, je dégomme le LN. Hop, ensuite, le 1. Hop, hop. Alors, il faut... On dégage celui-là. On garde le dernier, hein, parce que, bah non, en fait, on garde pas le dernier. Ensuite, serial.print. Donc, on met le H. Alors, si on met pas le LN, il n'y a pas de retour à la ligne, hein, ce qui fait qu'on met tout à la même ligne. Donc ensuite, là, on affiche les minutes. Du coup, on fait un serial.print M pour les minutes. On n'oublie pas les points-virgules, sinon on va se faire engueuler.
Et là, on fait un serial print ln avec le texte juste S pour les secondes. Ok. On enregistre, on vérifie. Ah, on a oublié un point virgule. On compile, on balance. Et maintenant, on regarde. Il est 0h39 et 3 secondes. Voilà, là on affiche quelque chose de correct. Pourquoi je me suis cassé le cul à faire comme ça? Parce que maintenant il va falloir l'afficher ici, avec ce format similaire. Donc là il va falloir qu'on mette une bibliothèque, liquide cristal. Ok. Voilà. Et là je vais faire du copier-coller de ce que j'avais déjà fait dans le truc ici. Hein. Donc, hop, je fais du copier-coller ici. Ok. Sauf que ici, il faut changer. Hein. Alors, si je dis pas de bêtises, ici, c'est 6, 5, 4, 3. Et RS en 12 et EN en 11, ça c'est bon. Ok, donc là on utilise la bibliothèque, enfin la classe liquide cristal, on crée l'objet LCD, et maintenant il faut aussi aller ici et faire le liquide cristal LCD.begin si je dis pas de bêtises. Voilà. On met ensuite le curseur ici, en premier caractère. Oh bah non, on en a 16. On va juste afficher alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 16 moins 9. Pourquoi j'ai du mal? C'est 7. 7 par 2, oui, bon allez, on va te mettre en troisième. Mais on va d'abord faire un lcd.clear. Hop. On efface l'affichage. On se positionne là, et là on remplace tous les céréales par du LCD en fait. LCD. Ah ben non, en fait celui-là il dégage carrément. J'en ai pas besoin. LCD. Ici je vais laisser 3. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer tout ça. Hop. Et changer avec LCD pour avoir, si jamais je me plante, hein, parce que là je fais ça à la va-vite. Bon, fallait bien que je fasse une connerie. Ah bah oui, j'ai oublié de mettre que c'était 16 caractères de ligne. Voilà, ça marche. Et maintenant, tiens, on a un artefact. Bah, c'est pas grave. Pourquoi j'ai... Ah bah oui, c'est le println.
Donc maintenant si je fais ça, ça marche déjà vachement bien quand même, hein. Et puis on peut vérifier ici, c'est synchronisé et c'est les mêmes valeurs. C'est génial. Voilà, voilà. Donc là, on peut décaler encore. Allez, d'un. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc voilà, j'ai maintenant une horloge avec un affichage qui fonctionne. Reste plus qu'à, entre gros guillemets, ajouter des boutons et une interface de configuration. Voilà. Et une fois que ça sera fait, bah, je m'arrête là en fait, tout simplement. Et je passerai à autre chose. Oui, vous allez voir. Ah, ça va être drôle la suite, je vous le dis, hein. Donc oui, on devait faire aussi la date, le calendrier, tout ça, les alarmes. Ah oui, non, mais une horloge sans alarme, c'est un peu débile. Donc oui, si, on fera les alarmes. Alarmes et, euh, et les boutons, hein. Ou alors les boutons et ensuite les alarmes. Parce que oui, j'avais dit qu'il fallait aussi que je fasse avec un piezo. Oh là là. Est-ce qu'il me reste de... Ouais, il m'en reste un ou deux pour envoyer un signal vers le piezo. J'ai pratiquement plus de... Alors il me faut un bouton pour dire... Ah non, je peux économiser un bouton. Il me faut un bouton, enfin deux boutons pour décaler entre les divers chiffres à configurer. Donc ça m'en fait deux. Un pour augmenter, un pour diminuer. Voilà, ça fait 4 boutons. Et il me reste combien d'entrées? Une, deux. Sachant qu'il m'en faut au moins une pour le buzzer et qu'il faut que ce soit obligatoirement du PWM. Il m'en reste encore un PWM sûr. Donc il me reste un, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Je peux mettre un bouton de configuration. Mais il serait plus intéressant de d'utiliser une combinaison de deux boutons pour éviter avec un seul bouton de configuration quand on l'utilise d'appuyer dessus par mégarde et de lancer la configuration de l'horloge en fait. Vous voyez le truc? Donc moi je prendrais pour une combinaison de deux boutons qu'il faut appuyer pour lancer la configuration. Sachant que j'aime pas laisser rester appuyé sur un bouton pour lancer la configuration. J'aime pas ça. Moi c'est quand je veux configurer, je sais que je veux le configurer, je veux le faire maintenant tout de suite. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à une prochaine. Bye bye.